Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence si nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie où j'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Sylvain Tesson. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue à Dialogue. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes un écrivain voyageur et après une formation de géographe et un DEA de géopolitique, c'est en 1996 que vous publiez votre premier livre, On a roulé sur la Terre, coécrit avec Alexandre Poussin, suite à un tour du monde à bicyclette. Suivront de nombreux autres voyages et ouvrages. On peut citer notamment votre séjour de 6 mois dans une cabane en Sibérie, que vous nous contez dans le livre Dans les forêts de Sibérie, qui a reçu le prix Médicis Essai en 2011 et qui a été adapté au cinéma il y a peu. Mais aussi votre trajet en sidecar de Moscou à Paris, sur les traces de Napoléon, 200 ans, presque jour pour jour après la retraite de Russie, qui a été à l'origine du livre Bérésina, qui vient de paraître en version illustrée avec les photographies de Thomas Gouasque. Et puis en août 2014, vous avez fait une chute de 8 mètres en tombant d'un toit, une chute qui vous a brisé les côtes, les vertèbres, le crâne. Et alors que vous étiez dans votre lit d'hôpital, vous vous êtes fait la promesse de traverser la France à pied si vous vous en sortiez. C'est donc au cœur de cette traversée que vous nous menez dans Sur les chemins noirs, un récit magnifique qui vient de paraître aux éditions Gallimard et que vous venez nous présenter ce soir. Il s'agit d'un journal de marche écrit a posteriori qui revient sur une reconquête de soi, mais qui nous montre aussi le visage d'une France invisible. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre rapport à la marche et de la façon dont elle a pu s'imposer pour vous comme rééducation ? J'ai eu l'occasion de raconter ce rapport, cette relation que j'entretiens avec la marche dans beaucoup de livres, d'où il ressort à chaque fois l'idée que nous disposons de cette chose si simple, si facile d'accès, qui s'appelle la marche, la bipédie. C'est même probablement ce qui nous constitue, puisque nous sommes assez peu nombreux en termes d'êtres vivants à partager cela. Il y a quelques grands primates et les ours qui sont bipèdes. Mais encore ne peuvent-ils pas vraiment tenir la distance. C'est finalement la supériorité que nous avons sur les orang-outans et les gorilles, nous autres humains, c'est que nous pouvons parcourir à des milliers de kilomètres à pied. Et probablement avons-nous une sorte de mémoire génétique et biologique inscrite au fond de nos cellules. Alors je sais qu'il y a quelques médecins dans la salle, puisque j'ai rencontré tout à l'heure un chirurgien. Donc je parle sous le contrôle évidemment de l'Académie de médecine, mais nous avons probablement une sorte de mémoire génétique qui se souvient du temps où nous étions des bipèdes affamés, qui courions dans les savanes, poursuivis par des bêtes et en quête de nourriture difficile et rare. Tout cela, nous l'avons conservé en nous. Et donc, nous sommes capables, contrairement à ce que nous pensons, de marcher pendant des kilomètres sans trop nous nourrir, sans trop nous abreuver à travers des forêts et des steppes. J'ai tellement accompli de voyages à pied au cours de ma vie et j'ai ressenti une telle jouvence dans ces voyages, une telle jouissance même, on peut dire un mot plus fort que la jouvence. J'ai ressenti une telle mise en branle, comme disait Montaigne, de toutes les forces de mon organisme, que lorsque j'ai été victime de ce petit accident, qui n'était pas petit d'ailleurs, qui était assez embêtant, je me suis évidemment tourné immédiatement vers la possibilité de la marche comme une entreprise de rééducation. Les médecins me préconisaient la rééducation, ce qui aurait consisté à aller dans des espèces de centres de thalassothérapie pour prendre des bains de boue et faire du tapis roulant. Or, comme je savais qu'il y avait cette possibilité de la marche, en vertu de tout ce que je viens de vous dire, j'ai préféré aller à pied. Et en outre, comme vous le rappeliez à l'instant, comme vous l'évoquiez, je m'étais fait une forme de serment sur mon lit d'hôpital en me disant que si je m'en sortais, je ferais une traversée de la France. Et comme j'ai fait beaucoup de serments dans ma vie et que je n'ai jamais trop tenu mes promesses, je me suis dit que ça allait être enfin l'occasion d'en tenir une. Alors je l'ai tenue et je suis parti un jour d'août de la frontière italienne jusqu'au Cotentin. C'était une grande diagonale à travers le pays. Je crois qu'on appartient au pays, on appartient à sa langue. C'est sa langue qui est une patrie. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je me ressens véritablement appartenir à la langue française. La langue est ma patrie.
c'est un continent qui est à explorer et dont j'espère n'avoir jamais fini l'exploration. C'est fantastique, la langue française. C'est comme une stratification extraordinaire, une accumulation sémantique, exactement comme une géologie, comme des couches géologiques qui se sont stratifiées depuis des milliers d'années et puis qui se sont enrichies de vocabulaire venu de tous les corps de métiers différents, de toutes les régions. Tout ça s'est amalgamé pour fournir cette impressionnante langue qui est à la fois le véhicule du passé et puis le témoignage de l'espace. Alors moi, j'appartiens à la langue française d'abord. Donc, pour répondre à votre question, je me sens évidemment moins dépaysé lorsque je voyage en France et que j'entends une langue que je comprends que lorsque je suis dans des pays où je n'entends pas la langue. Encore que, me répondrez-vous, il y a des endroits en France où on ne comprend pas tout. Ça, c'est pas faux. D'ailleurs, la Bretagne, par exemple, je suis sûr qu'il y a des particularités, des singularités sémantiques qui font que on n'est pas toujours certain d'être dans le même pays lorsque l'on voyage en Bretagne en venant de Paris. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que non, je n'ai pas un sentiment de dépaysement en étant en France, puisque je parle le français. En revanche, la chose que je ne soupçonnais pas en faisant ce voyage, c'est qu'il y avait des territoires ici en France qui visuellement, paysagèrement, esthétiquement, donc géographiquement, m'étaient tout à fait inconnus et je ne soupçonnais pas qu'il puisse y avoir une telle intensité de mystère, de beauté, d'enlaidissement aussi, peut-être en reparlerons-nous. Et c'est beaucoup ça que j'ai découvert en fait. C'est davantage un visage géographique que je ne soupçonnais pas du territoire, plutôt que un pays culturel qui m'a semblé tout de même maîtriser assez bien. Alors, c'est donc du 24 août au 8 novembre 2015 que vous avez marché pendant 2 mois et demi, donc en traversant la France. Cet itinéraire donc du sud-est au nord-ouest de la France, comment est-ce qu'il s'est imposé à vous? Alors, je me suis appuyé pour tracer mon itinéraire sur 2 choses. La première, c'était une idée d'aller d'un angle à l'autre du pays. Donc j'avais en gros 2 possibilités, soit du sud-est au nord-ouest, soit du sud-ouest au nord-est. C'était pas compliqué. Une diagonale ou une autre. Alors j'ai choisi cette diagonale-là parce qu'à peu près au moment où je sortais de l'hôpital, le gouvernement français publiait un rapport qui est accessible, puisqu'il a été rendu public en l'année 2015, un rapport qui s'appelle le rapport sur l'hyper-ruralité. C'était un rapport qui était émis par les agences gouvernementales. Et c'était un rapport qui détectait, qui identifiait une quarantaine de départements, de bassins de vie hyper ruraux. Alors qu'est-ce que le gouvernement entend par hyper rural? Ce sont des territoires qui échappent à l'équipement des infrastructures, qui échappent aux administrations, qui ne sont pas assez desservis par le réseau routier et qui ne sont pas assez couverts par les ondes numériques. Voilà, cela suffit à vous placer dans le champ des départements hyper-ruraux. Quelle est l'intention du gouvernement? C'est de procéder à un aménagement du territoire visant, une fois de plus, à ramener ces endroits-là, qui sont considérés comme défavorisés, vers une forme d'équité républicaine permettant aux habitants de ces endroits d'avoir un accès plus rapide aux soins et à tous les services d'administration. Ça ne veut pas dire que les soins d'ailleurs, ça veut dire aussi le palais de justice, le centre des impôts, la prison, enfin l'administration. Il ne faut pas exagérer, il y a toujours une arrière-pensée dans la tête d'un technocrate. Et alors du coup, il y avait une carte qui désignait une quarantaine de bassins de vie hyper ruraux. Si vous voulez que je vous fasse un très rapide dessin, une fresque succincte de ces départements, grosso modo, vous prenez un axe qui irait du Mercantour, le haut pays de Nice, jusqu'au Massif central en prenant en écharpe le sud des Alpes, en passant le Rhône au niveau du sud de l'Ardèche, en englobant la quasi-totalité du Massif central. Et ensuite, ces zones hyper-rurales montent vers le nord-est par la Nièvre, les pays du Jura, et puis la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, et puis ça vient mourir dans les territoires des Ardennes. Ça, c'est le pays hyper rural désigné par le gouvernement.
Que dit le gouvernement? Le gouvernement dit bientôt nous ferons un nouveau plan d'aménagement comme il y a eu depuis 50 ans et nous équiperons, nous bétonnerons, nous mettrons des rocades, des antennes, des châteaux d'eau, des centres hospitaliers d'urgence, des hôtels des impôts, des choses comme ça. Nous ramènerons ces territoires-là dans la sphère de contrôle du centre. C'est à la fois un projet qui a de très bonnes intentions, puisque ça dit que ça n'est pas parce qu'on vit dans la Creuse qu'il faut qu'on meure immédiatement d'un AVC et qu'on peut être pris en charge rapidement par des secours. Donc l'intention est bonne. Mais ça cache aussi des arrière-pensées. Les arrière-pensées, c'est une uniformisation du pays, une tentative de contrôle de ces territoires par la puissance centralisée. C'est pas en Bretagne qu'on va parler de cette espèce de vieille fièvre jacobine des gouvernements, parce que vous en savez quelque chose. Et du coup, il y a cette arrière-pensée-là dans ce gouvernement, dans ce rapport du gouvernement. Et moi, je me suis appuyé là-dessus parce que j'avais des cartes qui me montraient une géographie qui correspondait exactement à ce que je voulais chercher, c'est-à-dire un itinéraire qui allait me permettre de m'isoler, de retrouver le silence, la solitude, une forme de calme, de beauté paysagère également, qui était nécessaire à tout ce qu'on vient de dire à propos de la rééducation, de la nécessité de refaire jaillir les forces morales en moi. Elles avaient été complètement aspirées par mes petits malheurs. Et du coup, je me servais de cette géographie hyper rurale qui, pour l'État, paraissait un cauchemar, mais qui, pour moi, paraissait au contraire appartenir à une géographie qui présentait de multiples avantages. Sur les chemins noirs tels que je les ai suivis sur le territoire, c'est-à-dire toutes ces pistes rurales, ces centres forestières, ces endroits qui étaient à chaque fois qui zèbrent le territoire, mais sans jamais véritablement correspondre à des parallèles, des grands axes. Sur ces petits chemins, on découvre une ruralité, donc des paysans qui se maintiennent à leur terre, mais qui souffrent depuis 5 décennies à une énorme entreprise de déprise agricole du pays. Ça fait 200 ans que les paysans ne sont plus sur le devant de la scène française, depuis les révolutions industrielles, en passant par les saignées de la guerre de 14-18 et l'exode rural de 45. Mais ça fait 5 décennies que le phénomène de l'exode rural s'accélère. Il y avait encore 10 millions de paysans en 45, ils ne sont plus que 500 000 aujourd'hui. Et du coup, ceux que vous rencontrez, soit ils occupent les grands postes de verrouillage de la production agricole française dans les grandes plaines de Beauce, par exemple, pour les céréaliers, dans les grands pays d'élevage. Alors à ce moment-là, ils arrivent à peu près à se maintenir dans une économie qui continue à percevoir quelques subventions, bien que évidemment la situation soit en chute. Et vous avez une autre paysannerie qui souffre beaucoup plus, qui est notamment celle que moi je rencontrais dans ces pays hyper ruraux et sur les chemins noirs que je suivais, qui est une paysannerie qui ne trouve plus d'aide dans la politique agricole européenne, qui est encore très endettée parce que ils subissent là la politique des années 1960 qui les encourageait à s'endetter, et qu'ils ne trouvent plus beaucoup de débouchés en Europe puisque le marché s'est ouvert à la mondialisation. Et donc ils subissent tous ces phénomènes-là de plein fouet. Ils vivent donc dans une grave difficulté. Beaucoup s'en vont, beaucoup de fermes disparaissent. Vous avez comme ça des plateaux de la Haute-Provence qui sont retombés dans une forme d'abandon, qui ont été rendus à la broussaille et aux vipères, alors qu'il y avait là toute une population paysanne jusqu'à il y a quelques décennies d'après-guerre, jusqu'au début des années 60. Et donc c'est très impressionnant quand on traverse ce pays de s'apercevoir qu'on est en réalité dans un pays de fantômes, puisqu'il y a eu cette grande disparition du peuple paysan que les géographes, entre parenthèses, appelaient, enfin à laquelle les géographes ont donné une très belle expression, l'expression de déperchement, quand ils décrivaient les paysans qui partaient, qui s'en allaient des villages d'altitude, ou des villages qui permettaient de faire fructifier les hauteurs, ils se déperchaient. Alors, moi, ce mot a beaucoup compté pour moi lorsque je faisais cette marche, parce que je m'apercevais en effet que la modernité a attiré l'homme dans le fond des vallées où on trouve la circulation,
le confort, les échanges, une certaine forme d'activité, et l'homme s'est déperché. Il a quitté, par un effet de pesanteur économique, il a quitté les hauteurs pour se retrouver dans le fond des vallées. Alors voilà, les gens que je rencontrais, c'était, puisque vous me posez cette question, c'était souvent des paysans qui conservaient en eux une certaine nostalgie d'une époque qui était finie et qui en même temps n'avaient pas trop de temps à consacrer à la nostalgie parce que les heures pour eux étaient très dures afin de continuer à essayer de faire fructifier leurs quelques hectares ruraux qu'ils continuaient à exploiter. En France, il est à peu près certain que partout où vous posez votre pied, et quelle que soit la pierre que vous soulevez, elle a déjà été soulevée par des cohortes de sociétés. Il n'y a pas vraiment d'espace sauvage en France, au sens propre du terme. D'ailleurs, les Américains, les Anglo-Saxons, qui ont ce terme de wilderness, de wild pour désigner les espaces sauvages, ou les Russes, qui connaissent ces grands espaces qui sont totalement intouchés par l'homme, produisent un certain nombre de mots dans leur vocabulaire pour désigner ces espaces, et nous ne les avons pas vraiment, parce que la France est un jardin, un potager cultivé par une succession extraordinaire de populations, de sociétés villageoises et rurales qui se sont les unes après les autres pressées au portillon de l'histoire, et qui font que ces chemins-là, tout immortels qu'ils soient, ou tout hors du temps, comme vous dites qu'ils soient, n'en sont pas moins labourés, piétinés, fructifiés, aménagés depuis longtemps. Alors, non, ce qu'on voit, c'est des endroits qui n'ont pas énormément bougé depuis le Moyen-Âge. Ça peut arriver. C'est les fameuses cartes postales, finalement. La France est un extraordinaire pays producteur de cartes postales parce qu'au milieu de l'enlaidissement général qui a été produit depuis 5 ou 6 décennies, il reste comme ça des trouées de panoramas qui laissent voir un chevet roman sur une succession de collines. Et là, ça peut être un enchantement. Vous avez les pays de la Bresse, de la Sologne, de l'Indre-et-Loire, je vous parle de ceux que j'ai traversés, où vous avez de temps en temps ces espèces de visions très saisissantes d'un paysage qui n'a pas bougé. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion quand vous parlez des pays hors du temps. Alors oui, bien sûr que vous avez ces paysages-là. Maintenant, est-ce que c'est une raison d'espérer ou de désespérer? Je vous avoue, pardon, que je ne me posais pas la question. Je ne me la posais pas pour 2 raisons. La première, c'est que moi, j'ai été préoccupé pas du tout par cette question de savoir s'il fallait désespérer. Ce à quoi j'assistais, c'était quand je faisais cette marche, et ce à quoi nous assistons tous. Il suffit de prendre pour cela sa voiture pendant 10 km ou un TGV pour aller, je ne sais pas, rejoindre une grande ville. Ce à quoi on assiste en regardant par la fenêtre, c'est au défilement d'un spectacle très étrange dans ce pays, qui est le spectacle de l'enlaidissement voulu, décidé, décrété, mené et orchestré par la puissance publique depuis l'après-guerre. Ce n'est pas un accident, c'est une volonté des pouvoirs publics de couvrir le territoire de ces ronds-points, de ces rocades, de ces zones d'activité commerciale, de ces zones à urbaniser en priorité. Attention, je ne suis pas en train de juger, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je constate. C'est-à-dire que nous avions un pays très étrange qui était une sorte de marqueterie extrêmement miraculeusement organisée entre des terroirs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres en termes climatologiques, géologiques et agricoles, et qui ont réussi par une espèce de miracle de l'histoire à être unifiés. C'est ce que Fernand Braudel, l'historien, appelait l'extravagant morcellement français, qui permet d'avoir sur un même espace des flamants roses, des huîtres, des cigognes en Alsace, des betteraves en Picardie et de la lavande en Provence. Alors ça s'appelle l'extravagant morcellement de la France. C'était l'expression, encore une fois, de Fernand Braudel. Or, cet équilibre bizarre, incroyable, tout d'un coup, en 5 décennies, depuis l'après-guerre, a connu une succession de politiques qui a complètement transformé son visage. La politique de l'urbanisation, la politique de la productivité agricole, la politique de l'industrialisation, la politique de la massification des campagnes, la politique de la construction pavillonnaire à partir des années 74, au moment où Giscard permet la construction de pavillons individuels dans la surface agricole, les politiques de décentralisation, au moment où les hypermarchés vont commencer à couvrir la France. Tout ça, c'était il y a 30 ans, c'est pas si longtemps. Et
avec tout ce maillage extraordinaire de réseaux routiers qui est venu ensuite permettre à toutes ces zones d'être en communication. Nous ne parlons pas là d'une histoire très vieille. Encore une fois, tout ça s'étale dans l'intervalle de 2 ou 3 générations et c'est très bizarre d'avoir vu l'accélération extraordinaire de ces phénomènes. Alors tout ça a mené à quoi? Et puis je réponds à votre question sur l'espoir ou le désespoir, a mené à une sorte d'extraordinaire enlaidissement du paysage. Voilà, c'est une constatation que l'on peut faire, qui est effectivement assez déroutante, certainement qui provoque un pessimisme. Mais lorsque vous regardez un tableau de l'avant-guerre, ou lorsque vous lisez une description dans une page de Giono, de Henri Vincenot pour la Bourgogne, ou de Alain Fournier pour les régions du Berry, vous ne voyez pas dans ces pages-là ou dans ce tableau-là ce que le paysage vous offre aujourd'hui, c'est-à-dire une succession de ronds-points, de rocades et de supermarchés. Donc il s'est passé quelque chose. Et alors ça peut être effectivement une raison de désespérer. Et celle qui permettrait d'espérer, c'est qu'il y a des chemins noirs qui vous permettent de sinuer parfois dans l'archipel de la laideur pour rejoindre encore quelques îlots préservés. Oui, parce que ces chemins noirs, lorsque vous les parcourez, vous souhaitez vous dissimuler dans la géographie. Alors, cette dissimulation, est-ce qu'elle est particulièrement importante pour se retrouver soi-même? Oui, alors voilà, ça c'est l'autre aspect de ce que j'appelle les chemins noirs. Donc il y a ceux de la carte, ceux du territoire, puis il y a le chemin noir intérieur. Le chemin noir intérieur, c'est le chemin que vous pouvez déployer en vous-même et sur lequel vous pouvez vous tenir pour mener une existence de la dissimulation. Ce que Épicure disait, dissimule ta vie. C'est de là que viendrait le proverbe « pour vivre heureux, vivons cachés ». La dissimulation intérieure, la dissimulation existentielle, la dissimulation philosophique consiste à vivre libre, non pas pour avoir le pouvoir de décider et de mener les foules, mais au contraire, pour avoir simplement le pouvoir de mener son propre destin à sa guise. Pour faire cela, il faut accepter une certaine dose de silence, de solitude, de repli, de sobriété, peut-être d'inadaptation d'ailleurs, c'est tout à fait possible aussi. Et à partir du moment où on a décidé de s'accommoder de tous ces inconvénients, eh bien on peut mener sa vie sur ce que j'appelle les chemins noirs existentiels. Et je les associais dans ce livre au chemin noir de la carte, puisque pour mener son chemin noir existentiel, il faut parfois ouvrir des cartes, essayer de regarder où on va sinuer, et il faut mener une sorte de travail d'exploration qui permet de se tenir dans une forme de repli. Tout ce que je vous dis là est extrêmement banal, parce que c'est un vieux penchant humain, l'espèce de vieille tentation de se tenir dans la rétractation de soi-même, c'est-à-dire de ne pas être soumis en permanence au contrôle, au regard, quelle est la soumission que nous connaissons, nous, aujourd'hui? Nous ne connaissons plus une soumission à des pouvoirs royaux ou impériaux. Nous ne connaissons pas vraiment d'ailleurs de soumission à un pouvoir quelconque, puisque le pouvoir du pouvoir est allé en se dégradant. Mais nous sommes soumis à d'autres pouvoirs, et notamment à un pouvoir technologique, à un pouvoir marchand. Et le chemin noir permet d'essayer de se soustraire à ce pouvoir-là. Alors voilà, encore une fois, cette tentation est très vieille. Elle est vieille comme les stoïciens qui essayaient de se replier, elle est vieille comme les moines du Moyen-Âge qui essayaient de se replier. On en a des milliers, des manifestations et des tentatives de repli. On pourrait faire une longue conférence qui nous amènerait jusqu'à demain matin sur le thème du repli et de la rétractation. Le simple fait d'aller tout d'un coup, de prendre son bateau, un bateau à voile, et de partir comme Moitessier faire le tour du monde et de vivre tout seul sur une coque de noix et de faire demi-tour quand il voit qu'au moment où il va toucher la côte, on va l'accueillir, le célébrer, il fait demi-tour. C'est une forme de repli. C'est une forme de vie conduite sur les chemins noirs. Alors c'est celle dont moi j'avais besoin à ce moment-là, et c'est celle que j'ai pu trouver en demandant au chemin de m'apporter ce que le brouhaha général ne m'apportait pas. Il y a des tas d'écrivains, des tas d'auteurs qui ont filé cette analogie. Le plus évidemment frappant, tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est Rousseau, dans le livre 4 et le livre 3 des Confessions,
quand il est jeune garçon, il commence ses voyages à pied, il découvre là l'enchantement du voyage à pied, ce sentiment de liberté, le sentiment de la nature, le romantisme, le pré-romantisme qui commence à le chatouiller, cette espèce de vigueur d'ailleurs qu'il avait, et puis un goût tout de même pour un paysage dont il arrive très vite à détecter exactement les particularités. Lui, ce qu'il aimait, c'est les chutes d'eau. Il y en a, ils aiment les plaines, d'autres la mer, d'autres les falaises. Lui, c'était les chutes d'eau. Alors, quand il arrive devant souvenez-vous, à la fin du livre 3, il arrive devant la chute d'eau à Chambéry. Et il la regarde comme ça pendant des heures, il se penche, il trouve que c'est des gouffres à la fois fascinants et monstrueux. Et puis, très souvent, il file cette analogie avec la marche en disant même qu'il serait strictement incapable d'architecturer ses idées, de filer sa pensée et de dérouler ses métaphores et son fil narratif et son raisonnement s'il ne marchait pas. Du coup, d'ailleurs, toute sa vie, il a montré le lien, la similitude, la conversation entre la marche et l'écriture. J'ai eu des camarades qui sont venus me rejoindre pendant quelques jours, en général 3 ou 4 jours. J'ai eu mon camarade Thomas Gouasque qui est photographe, un camarade Cédric Gras qui est un écrivain qui a fait un certain nombre de livres sur l'extrême-orient russe et tout récemment un livre sur la guerre du Donbass, et mon ami Arnaud Humann qui vit en Sibérie au bord du lac Baïkal. J'ai eu beaucoup de joie à marcher avec eux pour plusieurs raisons. D'abord, je conçois toujours l'amitié comme une très bonne compagne de voyage, à condition bien entendu que tout cela s'inscrive dans un intervalle provisoire. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, finalement, c'est ce qui devrait fonder en général la relation avec l'autre. Le vivre ensemble, c'est très bien, mais pas trop longtemps, quoi, vous voyez. Alors que le rester seul, moi je promeus davantage le rester seul que le vivre ensemble. Alors voilà, donc j'avais beaucoup de joie, si vous voulez, à être avec eux pendant quelques jours, d'autant que comme ça, j'accomplissais une espèce de bond dans le luxe extraordinaire, parce que moi je pouvais porter qu'un petit sac à dos de 4 kilos, alors j'avais un sac de couchage où je bivouaquais par terre, j'avais même pas de tente, et eux arrivaient avec des tentes, des tas de trucs pour faire des dîners somptueux. Vous voyez, je passais vraiment à 4 étoiles au Michelin de la forêt, quoi. C'était formidable. Alors, c'était pas uniquement pour ça que je concevais une joie à marcher avec eux, c'était aussi parce que j'aime la conversation, et j'aime la conversation en marchant. Je trouve que le fait d'aller à pied permet une sorte d'agitation comme ça intérieure des idées. C'est bien connu d'ailleurs. Enfin, quand on cherche une idée, on fait les 100 pas. Alors quand on est sur un chemin, c'est très agréable d'avoir une conversation, de mener un débat. Alors quand vous êtes tout seul, vous avez tendance un peu à parler tout seul, ce qui est un peu d'ailleurs un mauvais pli que j'ai pris. C'est pour ça que je suis si long. Et à force de parler seul, j'ai tellement plus l'habitude d'être interrompu que je peux tenir une demi-heure, quoi. Alors vous devez vous dire, oh là là, mon Dieu, c'est terrible, il a trop marché tout seul dans la forêt en parlant. Quand vous êtes avec un compagnon, au moins, soit il s'endort, donc là vous comprenez qu'il faut, soit il vous interrompt, ce qui est plus agréable. Alors ça, c'est la première chose qui expliquait qu'il soit venu. Et la deuxième, c'est que c'était des camarades qui m'avaient beaucoup aidé pendant ma convalescence. Et je trouvais que c'était agréable, une fois reparti, de les avoir avec moi, parce que c'était une forme de conjuration des mauvaises époques. Alors il y a le temps de la marche, il y a ensuite le temps de l'écriture, ce retour sur votre voyage. Comment est-ce que vous avez vécu ce temps de l'écriture? Est-ce que revenir sur ce voyage par l'écrit, c'était aussi mettre un point final à cette reconstruction? Un peu, parce que moi j'ai toujours considéré que le récit était une forme de clôture du voyage qu'on avait vécu et de l'expérience qu'on avait éprouvée. J'aime bien l'idée qu'il y a comme ça dans la formulation écrite de quelque chose, la confirmation que ça a été vraiment vécu. En outre, le fait d'écrire ce qu'on a vécu permet de le vivre 2 fois et même 3, parce qu'on le vit, on l'écrit et on le relit.
C'est la raison pour laquelle, au fond, moi, je tiens mon journal intime depuis que j'ai 20 ans. Ça fait maintenant 24 ans que tous les jours, systématiquement, je tiens mon journal. Je vais probablement raconter notre rencontre ici, les bains dialogues, le soleil sur Brest, le château, enfin tout ce qu'on peut essayer comme ça de capter de la vie. D'abord, vous montre que pour peu que vous sachiez que vous allez l'écrire le soir, il n'y a aucune journée qui passe de manière totalement monotone et ordinaire, puisque vous savez que vous allez devoir le soir en capter quelque chose. Donc c'est un exercice qui est de très haute valeur, en fait, le journal intime. La difficulté pour ce livre-là, elle a tenu à ceci, que jusqu'alors, j'avais quand même le recours à une forme d'étrangeté, d'exotisme. C'est tout à l'heure le pittoresque dont vous parliez à propos de la France, enfin à propos le dépaysement, à propos des pays que j'avais vécu, que j'avais connus lorsque je voyageais dans des horizons lointains. Alors ça, lorsque vous écrivez, évidemment, ça vous facilite la tâche d'être dans des endroits avec des couleurs tout à fait insoupçonnées, des populations avec des mœurs étranges. C'est beaucoup plus facile, si vous voulez, d'avoir de l'inspiration dans le domaine de l'étrangeté quand vous passez une soirée avec des papous, plutôt qu'une soirée en Indre-et-Loire, dans un bistrot, avec des gens qui boivent du viandox et puis qui vous racontent des problèmes de la ligne de chemin de fer, quoi, si vous voulez. Parce que vous n'avez pas le recours au pittoresque. Mais c'est là où vous voyez qu'en pur terme littéraire, le pittoresque est finalement une mauvaise affaire. C'est une fausse valeur. Parce que c'est comme le maquillage. Enfin, c'est bien le maquillage parfois. Moi, je ne suis pas contre du tout le maquillage. Mais trop de maquillage, parfois, vous laisse penser que la personne qui se maquille tellement a quand même des choses à cacher. Voilà. Alors, je reviens pardon, à cette histoire de l'écriture. J'ai trouvé donc plutôt très agréable d'avoir à revivre ce voyage-là par l'écriture, mais vous avez raison, c'était une double conjuration de ce malheur que j'avais eu, c'est-à-dire l'accident. La première était de marcher, d'arriver au bout de cet itinéraire, et la deuxième était d'écrire. Je me souviens très bien, lorsque j'ai envoyé ce livre à mon éditeur, c'était presque un geste rituel. J'avais l'impression de chasser comme ça les mauvaises ombres en me disant que voilà, j'avais transformé cette petite avanie en un livre et que maintenant le point final allait être une forme d'acte vous savez, comme quand on jette aux orties un mauvais souvenir. Oui, sur votre chemin, est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'éoliennes? Et ensuite, vous avez vu que certains candidats sont maintenant pour l'exploitation du gaz de schiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ce qui est des éoliennes, je n'en ai pas rencontré beaucoup. Et je crois que ma théorie des chemins noirs explique que je n'ai pas croisé beaucoup de champs d'éoliennes. Parce que, ayant essayé de naviguer dans une géographie de l'hyper-ruralité et ayant essayé de naviguer dans cette géographie par le recours au chemin noir, j'étais vraiment dans des endroits assez oubliés de toute politique d'aménagement du territoire. Or, les champs d'éoliennes sont souvent dans des endroits proches des zones de pavillon, des zones très, très aménagées, où vraiment le faisceau du pouvoir, auquel le faisceau du pouvoir s'est vraiment beaucoup intéressé. J'ai pas le souvenir, moi, d'avoir marché longuement dans des champs d'éoliennes. Sinon, peut-être en traversant le sillon rhodanien, à la hauteur de Pont-Saint-Esprit, entre le Mont Ventoux et le Bas-Vivarais. Là, en plus de surcroît, on est dans un axe de vent, c'est le Mistral aussi qui conduit l'installation des éoliennes. Alors après, pour le gaz de schiste, oui, je sais qu'il y a ce débat et que malheureusement, nous risquons de voir les projets aboutir. Mais enfin, je n'ai pas véritablement, moi, ni de légitimité à parler de ces sujets-là, dans la mesure où je ne suis pas un scientifique. Alors évidemment, est-ce que
de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on fonde notre opinion par notre cœur ou par notre raison? Alors j'imagine que les politiques qui s'intéressent au gaz de schiste ont des tas d'arguments qui procèdent de la raison, mais les arguments qui procèdent du cœur ou qui procèdent de l'intuition, évidemment, nous conduiraient surtout à refuser toutes sortes de projets qui vont dans ce sens. Bonsoir, oui, la question est toute simple. C'est dans vos précédents ouvrages, vous arrivez à nous dire quel livre vous avez lu en route. Et j'avais une question toute simple, c'est sur cette diagonale française, qu'avez-vous lu? Qu'avez-vous emporté dans votre besace en termes d'auteurs et de leurs écrits? Alors, j'avais le livre de Thomas de Quincey, Les Confessions d'un mangeur d'opium, ou d'un fumeur d'opium, Les Confessions d'un fumeur d'opium, qui est ce livre anglais de la fin du 19e siècle, au moment où l'opium arrivait beaucoup en Europe. C'est un livre qui avait été traduit par Baudelaire, je crois d'ailleurs, qui était très friand de ce genre d'échappées oniriques et de substances. Donc moi j'ai voulu lire ce livre parce que j'avais tellement avalé de produits à l'hôpital que je me disais qu'au moins celui-là m'aurait peut-être sinon soulagé, du moins emporté sur des dragons plus agréables. Et puis je l'ai pris aussi parce que il y a dans la prose de Thomas de Quincey une perpétuelle superposition de tous les plans sensoriels. Le plan de la réalité, le plan de la raison, le plan de l'observation, et puis les plans oniriques, et puis ensuite les voyages qui lui font traverser, faire des allers-retours permanents entre ce plan de l'irrationnel et ce plan du rationnel. Alors moi, dans ma marche, c'est ça aussi que j'ai essayé de faire de temps en temps. Après, j'ai relu un livre que j'affectionne particulièrement, un livre de Hermann Hesse qui s'appelle Knulp, et qui est l'histoire que vous connaissez de ce vagabond allemand qui décide de vivre une vie justement sur un chemin noir, hors de toute contrainte, hors de toute soumission à la règle sociale. Alors il finira mal, puisqu'il finira seul, mourant au pied d'un arbre, abandonné à moitié de tous ses amis, mais au moins aura-t-il eu une vie superbe de grâce, de légèreté et de liberté. Ensuite, j'ai lu, quand j'étais dans le Massif central, un livre de Alexandre Vialat, des chroniques de la montagne, le journal auvergnat dans lequel Alexandre Vialat, vous connaissez Alexandre Vialat, c'est ce chroniqueur merveilleux de fantaisie, de drôlerie, une espèce de Jacques Tati de la littérature. C'est ce type qui disait « L'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau ». Il finissait, il écrivait tous les jours une chronique, mais c'est une chronique de la fantaisie pure, de la légèreté absolue. C'était un métaphysicien de la détestation de toute métaphysique, si vous voulez. Tout était toujours extrêmement poétique et gracieux. Alors moi, je lisais ça. Et puis ensuite, quand je suis arrivé dans le Cotentin, j'ai lu Barbet d'Aurevilly, Le Chevalier des Touches et Une vieille maîtresse. Alors là, j'ai un tout petit peu renié un de mes principes habituels de voyage qui consiste à emporter, lorsque je voyage, des livres qui ne correspondent pas du tout au pays dans lequel je suis. Parce que ça permet de faire un voyage dans le voyage. Mais là, comme je ne connaissais pas du tout le Cotentin, ni les pays de la Mayenne, les pays du Bocage, je voulais quand même avoir une vision par la littérature. Parce que je trouve que, franchement, lire un livre de Barbet d'Aurevilly, c'est beaucoup plus utile quand vous voyagez qu'un guide touristique, quoi, parce que vous avez une description formidable de ce qui n'a pas changé, ce que vous appeliez les pays hors les endroits hors du temps, les descriptions du bocage, des falaises, du Cotentin, de la paysannerie, de toute cette guerre, de la chouannerie qui se passait dans ces campagnes. Ça vous dit beaucoup plus de choses que les pages du guide du routard, en fait, lesquels se démodent beaucoup plus que les ouvrages littéraires. Alors voilà, j'ai lu ça. Et puis en Provence, j'avais également, dans le pays du Ventoux, j'avais pris Le Regain de Giono. Ce moment où parce que comme évidemment, les paysans étaient ma préoccupation, et Giono dans Regain décrit ce retour à un moment d'une famille, enfin d'un homme avec sa femme, dans un village abandonné où il va essayer de le revivifier, avec plus ou moins de succès d'ailleurs.
Et c'était un sujet qui m'intéressait. Voilà, je n'ai pas appris beaucoup de lecture, mais j'étais très embarrassé par l'impératif de ne pas porter trop lourd. J'avais pas droit à plus de 4 kilos, j'avais des tas de vis dans le dos. Et puis comme il n'y a plus de colonne de Sherpa qui vous porte une baignoire en étain pour vous permettre de prendre un bain avec une boîte de cigares en lisant un livre, bah alors j'étais obligé de porter mes propres livres, alors il n'y en avait pas beaucoup. J'avais une question qui personnellement me taraude depuis longtemps, parce que je voyage aussi. Vous êtes dans la grande lignée de cette tradition européenne de l'écrivain voyageur. Ici, on a eu Ségalen, évidemment, Kazantzakis pour les Grecs et tant d'autres. Des gens comme Kenneth White, qui ont des attaches avec la Bretagne, et qui ont ce rapport sensuel avec le monde, hein, avec les choses, et notamment avec la différence. Pensez-vous que, alors ces gens-là, tous, hein, Kazantzakis à Shanghai avant la guerre 14, Ségalen évidemment, tous ces écrivains voyageurs à un moment donné s'inquiétaient de la possible déliquescence, dégénérescence de la différence. La question est la suivante, pensez-vous que l'on aille vers une disparition progressive, un dépérissement inéluctable au plan mondial de cette différence? Alors d'abord, merci vraiment j'en attendais pas tant, de m'inscrire dans cette tradition des écrivains voyageurs et de prononcer le nom de Ségalen. J'espère que j'aurai plus de bonheur que lui de traverser les forêts bretonnes. Je ne sais plus très bien où il a eu cet accident fatal, à Huelgoat, je crois. Il disait d'ailleurs, pour faire référence pour évoquer faire référence à ce que vous évoquez, dans les Odes, il y a un grand poème sur le Diver, qui comparait à un fleuve, et il y a cette phrase terrible, il l'a écrit en 1914, ce poème. Déjà, il disait le Diver décroît. Le Diver décroît. Donc je crois que votre question, d'ailleurs, vous me semblez tout à fait convaincu par la réponse que je vais donner, et vous la connaissez déjà en posant votre question, bien entendu que nous sommes dans une extraordinaire entreprise de disparition du Diver. S'il décroissait déjà à l'époque de Ségalen, qu'en est-il aujourd'hui où tous les instruments techniques et l'extraordinaire aplatissement du monde et resserrement de toute distance à créer chez les sociétés? Oui, bien sûr. Alors après, quel nom faut-il lui donner? La globalisation, la mondialisation, l'uniformisation? Je ne sais pas. Mais il est évident que la mise en relation permanente et systématique de milliards d'êtres humains les uns avec les autres, peut-être est-elle une très bonne nouvelle pour l'humanité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est évident que ça tend à raccourcir la distance et le fossé des modes d'existence, des structures, d'habillement, de langage. Voilà. Alors, il est évident que, il me semble que depuis que nous connaissons la révolution digitale, il y a une vingtaine d'années, mettons les années 2000 pour aller vite, depuis que la révolution digitale, en tout cas, s'est impatronisée dans nos vies, a fait son intrusion permanente dans nos vies, il y a quelque chose qu'on peut noter, par exemple, qui va dans le sens de la phrase de Ségalen, le Diver décroît, c'est que notre langage s'est incroyablement uniformisé. Les êtres aujourd'hui connectés parlent une langue qui est une langue extraordinairement standardisée, qui est ramenée à quelques structures qui sont véhiculées par ces terminaux cybernétiques que nous possédons et devant lesquels nous passons des heures. Et notre cerveau, qui est une machine plastique, se soumet à ce nouveau langage que nous recevons en permanence. Nous sommes les récepteurs de ces ordinateurs. Et ces ordinateurs nous procurent, nous font baigner dans une musicalité sémantique et linguistique qui nous fait parler comme eux. Alors voilà déjà un premier point pour ce sentiment d'uniformisation. Le deuxième étant évidemment le resserrement des distances. Et l'incroyable baisse des coûts
des déplacements. À partir du moment où il faut autant d'argent pour amener un container du Havre, ça, le chiffre est authentique, autant d'argent pour amener un container du Havre à Paris par l'autoroute que pour amener ce même conteneur du port de Shanghai au port du Havre par les voies de mer, on a l'impression que, évidemment, que le divers décroît. Car qu'est-ce qui était la condition qui permettait à cette diversité dont vous parlez de se maintenir? C'était l'ignorance que les sociétés tenaient les unes des autres, la distance qui les séparait, la brièveté et la rareté de leur contact, le grand intérêt qu'elles portaient pour leur propre structure personnelle, et il était hors de question pour elles d'en venir à bout ou de les brader pour accueillir l'autre. Or, maintenant, tout ce changement très rapide des structures qui nous permettent de nous rapprocher et qui ont procédé à cette uniformisation, elles ont également procédé à autre chose, qui est notre certitude, parce que nous avons créé une forme d'idéologie qui, en fait, est une tentative de courir après les événements. Vous savez, c'est la phrase de Cocteau, puisque ces mystères nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Eh bien, voyant que le divers décroissait, voyant que l'uniformisation gagnait du terrain, que le monde s'aplatissait et que la Terre se globalisait, nous en sommes venus, nous autres modernes, des grandes villes occidentales, à produire un discours visant à dire que l'avenir, le bonheur, l'horizon limite, la valeur de toute chose, était justement dans le métissage intégral, la globalisation, la circulation et la rencontre des cultures. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. C'est peut-être une très bonne nouvelle qui est en train de se passer. Le monde est en train de devenir une grande savane globale dans laquelle les marchandises et les êtres et les idées vont circuler. Peut-être va-t-il ressembler, peut-être ressemble-t-il déjà de plus en plus à un terminal d'aéroport, avec ses marchandises, avec ses tapis roulants, avec ses zones de fluctuation, avec ses cafés, avec cette espèce de sentiment d'être à la fois chez soi et d'être nulle part, c'est-à-dire partout. Peut-être est-ce très bien. Peut-être allons-nous vers un monde très heureux et une humanité réconciliée. Mais peut-être pas. Et il est probable que pas du tout. Voilà. Voilà pour répondre à votre question. J'en ai en tout cas pas du tout le sentiment. En tout cas, j'ai le sentiment que Ségalen avait raison d'avoir l'intuition de dire que le divers décroissait.